Le garçon était né sans espoir. Et le millionnaire, fatigué de promesses vides, avait déjà tout abandonné. Jusqu'à ce qu'un soir, dans un restaurant chic, une simple serveuse s'approche et dise calmement « Je peux faire marcher votre fils à nouveau ». Tout le monde autour rit. On l'ignora, mais le lendemain matin, le millionnaire resta figé devant ce qu'il vit. Le soleil de Lyon caressait les façades ocres du vieux Lyon, tandis que Camille Blanchard ajustait son tablier noir, ses doigts fins, autrefois habitués à manipuler des instruments de précision neurologique, lissait maintenant le tissu rêche de son uniforme de serveuse dans le miroir des vestiaires de l'hôtel impérial. Elle observait ce visage que personne ne reconnaissait plus, celui d'une brillante neurologue devenue simple serveuse. « Blanchard, table 7, les Gervais viennent d'arriver », lança Jérôme, le maître d'hôtel, en passant la tête par la porte. « J'arrive », répondit-elle, son sourire professionnel déjà en place. Camille connaissait la routine. Chaque jeudi soir depuis 6 mois, Pascal Gervais, magnat de l'immobilier et propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, venait dîner avec son fils Enzo. À 7 ans, le garçon était cloué dans un fauteuil roulant après un terrible accident qui avait aussi coûté la vie à sa mère 2 ans plus tôt. En traversant la salle à manger somptueuse du restaurant étoilé, Camille sentit son cœur se serrer comme à chaque fois qu'elle voyait Enzo. Ses grands yeux bruns étaient toujours vifs d'intelligence, mais assombris par une mélancolie que nul enfant ne devrait connaître. « Bonsoir, monsieur Gervais. »« Bonsoir, Enzo », dit-elle en s'approchant de la table. Le menu dégustation comme d'habitude. « Parfait, Camille », répondit Pascal avec ce sourire distant des hommes trop occupés pour vraiment regarder ceux qui les servent. « Et un jus de pomme frais pour Enzo. »« Tout de suite », acquiesça-t-elle en notant la commande. En s'éloignant, elle entendit Enzo demander à son père « Tu crois que maman aimait le jus de pomme aussi ?» Sa voix fluette portait dans la salle presque vide en ce début de service. Ces mots banals ramenèrent Camille 2 ans en arrière, dans l'amphithéâtre bondé de l'université de Bordeaux, où elle présentait sa thèse révolutionnaire sur la neurostimulation appliquée aux lésions médulaires. À 26 ans, elle était la plus jeune doctorante à présenter une technique susceptible de changer la médecine réparatrice. Dr Blanchard l'avait interpellé le professeur Moreau après sa présentation. Le jeune Maxime Fabre serait un candidat idéal pour tester votre protocole. Maxime Fabre, 19 ans, fils du sénateur Fabre, souffrait d'une paralysie partielle suite à un accident de ski. Les grands hôpitaux avaient refusé d'essayer le traitement expérimental de Camille. Mais le professeur Moreau y croyait suffisamment pour risquer sa réputation. Le souvenir suivant était flou, teinté de l'horreur qui avait suivi, les convulsions violentes de Maxime lors de la 3e séance, les alarmes stridentes, les médecins se précipitant, les cris « meurtrière !» avait hurlé la mère de Maxime en plein couloir d'hôpital. « Vous avez tué mon fils !» Maxime n'était pas mort ce jour-là, mais il était tombé dans un coma profond, en moins d'1 semaine. La presse avait été inondée d'articles aux titres accusateurs. Expérimentation médicale tourne au drame. La brillante neurologue qui a détruit une vie. La famille Fabre porte plainte contre le protocole Blanchard, au tribunal. La famille Fabre avait mobilisé experts et témoins. Le père de Maxime, utilisant ses connexions politiques, avait transformé l'affaire en croisade contre l'arrogance médicale. Pire encore, le dossier médical de Camille avait mystérieusement disparu des archives de l'hôpital, tout comme les résultats préliminaires prometteurs qu'elle avait documentés. 6 mois plus tard, la carrière de Camille était en ruine. Radiée de l'ordre des médecins, sa licence suspendue, la technique qu'elle avait développée avait été rachetée par un laboratoire lié au Fabre, sans qu'elle ne touche 1 centime. Son nom était devenu synonyme d'échec médical, cité dans les cours d'éthique comme exemple à ne pas suivre. « Voici votre vin, monsieur Gervais », dit Camille en revenant à la table, chassant ses souvenirs amers. « Et ton jus de pomme, Enzo ?» Elle avait à peine posé le verre quand elle remarqua le changement dans le regard du garçon. Ses pupilles s'étaient dilatées. Sa respiration devint saccadée. « Papa », murmura Enzo avant que son petit corps ne se raidisse. Le spasme musculaire était en train de se transformer en crise. Pascal se leva brusquement, renversant son verre, tandis que le maître d'hôtel appelait les secours. Sans réfléchir, Camille se précipita vers Enzo. Ses mains agirent d'instinct, trouvant les points précis au niveau de la nuque et du plexus solaire. Elle appliqua une pression mesurée, tout en maintenant sa tête pour éviter qu'il ne se blesse. « Respire, Enzo », murmura-t-elle d'une voix calme.
qui contrastait avec la panique ambiante. « Concentre-toi sur ma voix. Inspire, expire. » En quelques minutes, le corps du garçon se détendit progressivement. Ses yeux, d'abord perdus dans le vague, retrouvèrent leur focus, s'accrochant au regard rassurant de Camille. « Comment ?» commença Pascal, décontenancé. « Comment avez-vous fait ça ?» Camille réalisa soudain qu'elle venait de se trahir. Les gestes qu'elle avait effectués n'étaient pas ceux d'une serveuse, mais d'une neurologue expérimentée. « J'ai suivi une formation en premier secours », improvisa-t-elle, tout en aidant Enzo à boire un peu d'eau. Pascal l'observait avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « C'était plus que des premiers secours », insista-t-il. « Mon fils fait ses crises depuis l'accident. J'ai vu des médecins spécialistes tenter de le calmer sans y parvenir aussi efficacement. » Camille rangea nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai juste fait ce qui semblait naturel, » dit-elle en évitant son regard. « Tu as des mains magiques, » murmura Enzo avec un sourire épuisé. Ce soir-là, en rentrant dans son petit appartement des quais de Saône, Camille sut que quelque chose avait changé. La façon dont Pascal Gervais l'avait regardée en partant, son insistance à connaître son nom complet, les questions qu'il avait posées au maître d'hôtel, son téléphone sonna alors qu'elle se déshabillait. Numéro inconnu. « Allô, Mademoiselle Blanchard, Pascal Gervais à l'appareil. » Son cœur s'accéléra. « Comment avez-vous eu mon numéro ?»« J'ai mes ressources, » répondit-il d'une voix où perçait une note d'amusement. « J'aimerais vous parler, en privé, c'est au sujet d'Enzo. Et peut-être aussi de votre véritable parcours. » « Docteur Blanchard ?» La main de Camille se crispa sur le téléphone. Il savait. Le café du matin était froid quand Camille le porta à ses lèvres. Elle n'avait presque pas dormi, ressassant la conversation téléphonique avec Pascal Gervais. Il voulait la rencontrer aujourd'hui même, à midi, dans son bureau au dernier étage de la tour Oxygène. « Comment a-t-il découvert si vite ?» murmura-t-elle en fixant son reflet dans le miroir écaillé de sa salle de bain. Elle avait pourtant été prudente. Faux nom de famille sur son CV pour le poste à l'hôtel. Aucune présence sur les réseaux sociaux, déménagement dans un quartier modeste de Lyon où personne ne la connaissait. Et pourtant, en quelques heures seulement, Pascal Gervais avait déterré son passé. Son téléphone vibra, un message de Jérôme, le maître d'hôtel. « Prends ta journée, ordre du grand patron, payé, même son travail. » Il le contrôlait déjà, à midi précise. Camille se tenait devant l'imposante tour Oxygène. Son cœur battant à tout rompre, elle avait opté pour un tailleur gris anthracite, une tenue qu'elle n'avait pas portée depuis ses jours à l'université. Le vêtement flottait légèrement sur son corps, aminci par les mois de galère. « Bonjour, Mademoiselle Blanchard », l'accueillit une réceptionniste au sourire aseptisé. « Monsieur Gervais vous attend. Dernier étage. » L'ascenseur en verre offrait une vue vertigineuse sur Lyon. À mesure qu'elle s'élevait, Camille avait l'impression de quitter la vie qu'elle s'était construite ces derniers mois. Cette existence anonyme et modeste où elle se cachait de son passé, les portes s'ouvrirent sur un espace épuré. Tout en bois clair et baies vitrées, Pascal Gervais se tenait devant une vue panoramique de la ville. Un verre d'eau à la main. Il se tourna à son arrivée, son visage affichant cette expression indéchiffrable des hommes habitués à négocier des fortunes. « Docteur Blanchard », dit-il en guise de salutation. Ou devrais-je dire « Docteur Camille Lenoir », son vrai nom, le nom sous lequel elle avait publié ses recherches avant de tout perdre. « Comment ?» commença-t-elle. « Comment j'ai su ?» Il sourit, sans chaleur. Quand on dirige un empire immobilier, on crée des contacts, un appel à un ami au ministère de la Santé, quelques recherches sur les jeunes neurologues prometteuses qui ont disparu des radars récemment. Votre technique pour calmer Enzo était trop spécifique pour venir d'une simple serveuse. Il lui indiqua un fauteuil en cuir face à son bureau. « Je sais tout, docteur. Votre thèse brillante à Bordeaux. Le protocole de neurostimulation que vous avez développé, l'incident avec le fils Fabre, le procès. » Camille sentit une vague de nausée l'envahir. « Si vous connaissez mon histoire, vous savez aussi que je n'ai plus le droit d'exercer. » Officiellement, non. Pascal contourna son bureau, déposant un épais dossier devant elle. « Mais j'ai lu vos recherches, j'ai consulté des experts indépendants, votre technique était révolutionnaire, et l'accident avec Maxime Fabre, un cas sur 1000, une malchance statistique. » Il marqua une pause, son regard s'intensifiant. « Les Fabre ont utilisé leur influence pour vous détruire, pas parce que vous étiez incompétente, mais parce qu'ils voulaient votre technique sans vous.
Sa perspicacité surprit Camille. C'était exactement ce que son avocat lui avait dit en privé, avant d'abandonner l'affaire face à la pression des Fabre. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» demanda-t-elle, méfiante. Pascal fit glisser vers elle une photo d'Enzo, souriant dans son fauteuil. « Pour lui, mon fils ?» Il ouvrit un autre dossier, des rapports médicaux, des IRM, des diagnostics. Depuis l'accident, nous avons consulté 17 spécialistes dans 7 pays. Tous affirment la même chose. Lésions médulaires, T9, T10 irréversibles. Enzo ne marchera plus jamais. Sa voix, habituellement ferme, trembla légèrement. Mais hier soir, vous avez fait quelque chose que personne n'a réussi. Vous l'avez apaisé avec une technique qui ressemble étrangement à celle décrite dans vos recherches. C'était juste un réflexe, protesta faiblement Camille. Je vous propose un marché, poursuivit Pascal comme si elle n'avait rien dit. Traitez mon fils en secret, utilisez votre protocole. Je vous offre 1 million d'euros, plus toutes les ressources nécessaires. Le chiffre donna le vertige à Camille. C'était plus que suffisant pour recommencer sa vie ailleurs, peut-être aux États-Unis, où elle pourrait reprendre ses recherches sous un autre nom. « Pourquoi le secret ?» questionna-t-elle. « Image publique. Si le traitement échoue, je préfère éviter que la presse apprenne que j'ai eu recours à une médecin controversée après que les meilleurs spécialistes ont échoué. Typique, pensa Camille. L'orgueil d'un homme puissant. Je suis désolée, Monsieur Gervais, mais je ne peux pas. Ce serait illégal. Et j'ai déjà tout perdu une fois. Pascal se leva, marchant vers la fenêtre. 2 millions, et je ferai pression pour que votre dossier soit réexaminé. Ce n'est pas une question d'argent, riposta-t-elle, bien que son cœur battait à l'idée de pouvoir un jour être réhabilité. Il se tourna vers elle, un sourire énigmatique aux lèvres. « Saviez-vous que ma femme, avant de mourir, s'appelait Maëlle Guérin-Gervais ?» Camille sentit son sang se glacer. « Guérin ?» Le nom de jeune fille de sa mère. « Guérin », répéta-t-elle d'une voix blanche. « Oui, Maëlle Guérin. » Il inclina légèrement la tête. Il inclina, remarquant sa réaction. « Ce nom vous dit quelque chose. » Les souvenirs déferlèrent. Sa mère, Solange, sur son lit d'hôpital 6 mois plus tôt, lui racontant entre 2 souffles douloureux l'histoire qu'elle avait eue toute sa vie, comment elle, simple gouvernante chez les riches Gervais, était tombée amoureuse du jeune héritier, comment elle était tombée enceinte, comment Pascal l'avait rejetée, niant la paternité et lui offrant une somme considérable pour disparaître. « Ma mère » s'appelait Solange Guérin, articula lentement Camille. Ce fut au tour de Pascal de pâlir légèrement. Il sembla calculer rapidement. « C'est impossible. Solange travaillait pour ma famille quand j'étais jeune. Mais elle est morte il y a 6 mois, continua Camille, sa voix plus assurée. D'un cancer sur son lit de mort. Elle m'a raconté comment mon père l'avait rejetée quand elle était enceinte. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Pascal se rassit, visiblement secoué. « Elle m'a aussi révélé, poursuivit Camille, que des années plus tard, elle a découvert que Maëlle, votre épouse, était en fait sa demi-sœur, fille du même père, mais de mères différentes. Un secret bien gardé par la haute société lyonnaise. » Pascal se prit la tête entre les mains. « C'est insensé. Maëlle ne m'a jamais parlé d'une demi-sœur. Parce qu'elle ne savait pas, » rétorqua Camille. « Ni elle, ni vous, mais ma mère l'a découvert par une ancienne gouvernante de la famille Guérin. » Le regard de Pascal se posa sur une photo de Maëlle sur son bureau, puis revint sur le visage de Camille. Cherchait-il une ressemblance? Se pouvait-il qu'Enzo et elle soient... « J'accepte votre offre, » déclara soudain Camille, surprenant Pascal et elle-même. « Je traiterai Enzo. » Mais dans son esprit, un plan se formait déjà. Un plan de vengeance contre l'homme qui avait rejeté sa mère et, indirectement, condamné sa tante Maëlle à un mariage basé sur des mensonges. En sortant de la tour Oxygène, Camille fit un détour par le cimetière de la Croix-Rousse. La tombe de Solange était simple, sans fioritures, à l'image de la vie modeste qu'elle avait menée. « Je vais faire ce que tu n'as jamais osé. Maman, » murmura-t-elle en déposant une fleur, « je vais entrer dans la forteresse des Gervais. Et cette fois, ce sera nous qui dicterons les règles. » 3 jours plus tard, une berline noire franchissait le portail de la propriété Gervais, dans les hauteurs de la Croix-Rousse. Au volant, Georges, le chauffeur personnel de Pascal, jetait des regards curieux à sa passagère dans le rétroviseur.
Nous y sommes, mademoiselle Blanchard, annonça-t-il en s'engageant dans l'allée de gravier blanc. Camille serra la bandoulière de son sac, où elle avait rangé un petit enregistreur numérique. Son plan était simple. Entrer dans la maison de Pascal Gervais, gagner sa confiance, recueillir des preuves de ses malversations passées, et finalement le détruire publiquement. Une vengeance pour sa mère Solange, qui avait passé sa vie à élever seule sa fille, tandis que Pascal prospérait. La demeure qui se dressait devant elle ressemblait à un domaine toscan transplanté en plein cœur de Lyon. Façade ocre, cyprès élancé, fontaine centrale, tout respirait le luxe et le privilège. « Bienvenue, docteur ». Pascal l'attendait sur le perron, vêtu avec cette décontraction étudiée des hommes riches. Il portait un simple pull en cachemire sur un jean de créateur. « Je préfère Camille », corrigea-t-elle. « Puisque, officiellement, je ne suis plus docteur. Comme vous voudrez », il lui tendit la main. « Venez, Enzo vous attend. Il n'a pas cessé de parler de la dame aux mains magiques depuis jeudi. » En traversant le hall d'entrée au sol en marbre de Carrare, Camille remarqua une imposante toile représentant une femme blonde aux yeux doux. Maëlle, sans doute, elle chercha instinctivement une ressemblance avec sa mère, mais l'artiste avait probablement idéalisé les traits de son modèle. « Monsieur Enzo est dans le jardin d'hiver », annonça une femme d'âge mûr en tablier gris. « Merci, Hélène », répondit Pascal, puis à Camille. Hélène s'occupe de la maison depuis plus de 20 ans. Elle connaissait Maëlle mieux que quiconque. La gouvernante observa Camille avec une curiosité non dissimulée. « Vous êtes nouvelle pour Enzo. Camille est physiothérapeute », expliqua Pascal, utilisant le titre convenu pour éviter les questions. Elle va essayer une nouvelle approche avec Enzo. Les yeux d'Hélène s'attardèrent sur Camille. « Vous me rappelez quelqu'un ?» Le cœur de Camille fit un bond. Avait-elle connu sa mère ? « Venez, Camille », intervint Pascal, coupant court à l'échange. « N'épuisons pas Enzo en bavardage. » Le jardin d'hiver était une véranda spectaculaire donnant sur un parc arboré. Enzo y était installé dans son fauteuil. Un livre d'astronomie sur les genoux, son visage s'illumina quand il aperçut Camille. « C'est vous, la dame du restaurant ?»« Bonjour, Enzo », sourit Camille, touchée malgré elle par l'enthousiasme de l'enfant. « Tu peux m'appeler Camille ? Papa dit que vous allez m'aider à sentir mes jambes à nouveau. » Pascal toussota. Mal à l'aise. J'ai expliqué à Enzo que nous allions essayer un nouveau traitement, mais que les résultats n'étaient pas garantis. C'est exact, confirma Camille en s'accroupissant devant le fauteuil d'Enzo. Mais je vais faire de mon mieux, et tu dois me promettre de faire aussi le tien. Ça sera parfois difficile, peut-être même douloureux. Enzo hocha gravement la tête. Je n'ai pas peur de la douleur. Quand maman est partie, ça a fait mal ici. Il pointa son cœur. Bien plus que mes jambes. Cette phrase désarma Camille un instant. Ce n'était pas censé arriver. Elle ne devait pas s'attacher à cet enfant. Il n'était qu'un moyen d'atteindre Pascal. « Nous commencerons demain », dit-elle en se redressant. « J'aurai besoin d'une pièce calme, bien éclairée, avec un lit médicalisé et suffisamment d'espace pour installer mon matériel. L'ancienne salle de musique de Maëlle conviendra parfaitement, » suggéra Pascal. Hélène s'occupera de la préparer. Il l'entraîna ensuite pour une visite de la propriété, lui montrant sa chambre, une suite luxueuse donnant sur le parc, ainsi que le bureau où elle pourrait travailler. Partout, des photos de Maëlle et d'Enzo rappelaient de la femme qui avait régné sur cette maison. Le soir venu, après qu'Enzo fut couché, Pascal invita Camille dans son bureau pour régler les détails administratifs. La pièce, tout en boiserie sombre et fauteuil en cuir, respirait le pouvoir masculin. « J'ai préparé un contrat », annonça-t-il en lui tendant un document épais. « Il stipule que vous agirez en tant que physiothérapeute consultante pour une durée indéterminée. Votre salaire sera versé mensuellement sur un compte offshore à votre nom. » Camille parcourut rapidement les clauses. Une clause de confidentialité absolue. Évidemment, si la presse apprenait que j'emploie une médecin radiée pour traiter mon fils, je comprends. Elle signa sans hésiter. Peu importait ce contrat. Au final, quand elle aurait réuni suffisamment de preuves contre lui, ce serait elle qui dicterait les termes. « Une dernière chose », ajouta Pascal en ouvrant un tiroir. « J'aimerais que vous portiez ceci. » Il lui tendit un pendentif en or, un simple médaillon. C'était à Maëlle, elle disait qu'il portait chance. Camille le prit avec réticence. « Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi personnel. »« Ce n'est pas un cadeau », précisa Pascal. « Enzo sera rassuré de vous voir le porter. Il croit que les objets de sa mère ont des pouvoirs protecteurs. » De retour dans sa chambre,
Camille sortit l'enregistreur de son sac et le plaça sur la table de chevet. « Jour 1 chez les Gervais », murmura-t-elle en appuyant sur le bouton rouge. L'enfant semble attachant. Mais je ne dois pas oublier mon objectif. Elle marqua une pause, hésitant sur les mots à employer. Pascal Gervais joue le rôle du père dévoué à la perfection, mais je sais ce qu'il est vraiment. Un homme qui a abandonné ma mère enceinte, qui a épousé Maëlle sans lui révéler la vérité sur sa demi-sœur. Un manipulateur qui croit que l'argent peut tout acheter, même ma conscience. Elle fit tourner le médaillon de Maëlle entre ses doigts. Je vais le détruire. Méthodiquement, je gagnerai sa confiance, celle de son fils, de ses employés. J'enregistrerai chaque confession, chaque aveu, et quand j'aurai assez de preuves, je révélerai tout. Comment il a traité ma mère, comment il a menti à sa femme, comment il utilise maintenant une médecin radiée par désespoir. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. Pour toi, maman, pour toutes ces années de silence et de sacrifice. Le lendemain matin, Camille commença officiellement le traitement d'Enzo. La salle avait été parfaitement aménagée selon ses instructions. Lit médicalisé, équipement de stimulation nerveuse, espace pour les exercices. Bonjour Camille. L'accueillit joyeusement Enzo quand Hélène le fit entrer. J'ai rêvé que je courais cette nuit. Son enthousiasme était contagieux. Malgré elle, Camille sourit. Aujourd'hui, nous allons établir une ligne de base, expliqua-t-elle en l'aidant à s'installer sur le lit. Je vais tester ta sensibilité à différents stimuli. Pendant plus d'1 heure, elle procéda à des tests minutieux, notant chaque réaction. La lésion médulaire d'Enzo était grave, mais pas aussi irréversible que les rapports médicaux le suggéraient. Il y avait une chance, infime mais réelle. Tu as été parfait, le félicita-t-elle en terminant. Demain, nous commencerons la vraie thérapie. Vous allez utiliser votre magie comme au restaurant, demanda Enzo, les yeux brillants. Pas exactement de la magie, corrigea Camille avec un sourire. C'est de la science, une façon spéciale de réveiller les nerfs endormis. Lorsqu'elle sortit de la salle, Pascal l'attendait dans le couloir. Alors, demanda-t-il, tentant de dissimuler son anxiété. C'est tôt pour le dire, mais il y a des possibilités. Le visage de Pascal s'illumina d'un espoir qu'elle ne lui avait jamais vu. Vraiment, pour la première fois, Camille entrevit l'homme derrière le masque, un père désespéré prêt à tout pour son fils. Cette vulnérabilité la déstabilisa. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé son ennemi. Ce soir-là, face à son enregistreur, elle hésita. Jour 2, le traitement a commencé. L'enfant est étonnamment résilient, courageux. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Pascal semble sincèrement inquiet pour son fils. C'est déroutant, ma mère l'a décrit comme un homme froid, calculateur. Je dois rester vigilante. Les apparences sont trompeuses, surtout chez ceux qui ont l'habitude de manipuler. En refermant son journal audio, Camille porta inconsciemment la main au médaillon de Maëlle qu'elle avait finalement décidé de porter. Un geste qui, sans qu'elle le sache encore, marquait le début d'une transformation qu'elle n'avait pas prévue dans son plan de vengeance. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début du traitement. Chaque matin, Camille retrouvait Enzo dans l'ancienne salle de musique. Désormais transformée en centre de rééducation privée, la pièce s'était progressivement personnalisée. Des dessins d'Enzo ornèrent les murs. Des plantes apportèrent une touche de vie et un tableau blanc affichait leur programme quotidien en couleurs vives. « Bonjour Camille », lança Enzo avec enthousiasme ce matin-là. « J'ai apporté mon nouveau livre sur les constellations, on pourra le regarder après les exercices. » « Si tu travailles bien, pourquoi pas ?» sourit Camille en préparant le matériel pour la séance du jour. Le protocole qu'elle avait mis en place combinait plusieurs approches, stimulation électrique ciblée, manipulation manuelle spécifique et un médicament expérimental qu'elle avait réussi à recréer en secret. Ce composé, dont la formule lui avait été volée par les Fabre, était la clé de sa technique. « Aujourd'hui, nous allons augmenter légèrement l'intensité », expliqua-t-elle en plaçant les électrodes sur les jambes d'Enzo. « Tu me dis si ça devient trop inconfortable. » Le garçon hocha bravement la tête. Ces séances étaient éprouvantes. Mais jamais il ne se plaignait. Cette résilience touchait Camille bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Après avoir paramétré l'appareil, elle commença la stimulation. Les muscles des jambes d'Enzo se contractèrent faiblement sous l'impulsion électrique. « Je sens quelque chose », murmura soudain Enzo.
les yeux écarquillés, comme des fourmis qui dansent. Camille maîtrisa son excitation. Où exactement? Ici, indiqua-t-il en pointant sa cuisse droite. C'était la première sensation consciente qu'il rapportait depuis le début du traitement. Un frisson parcourut l'échine de Camille. « C'est excellent, Enzo », dit-elle en ajustant l'appareil. « Essaie de te concentrer sur cette sensation. Imagine qu'elle descend jusqu'à ton pied. » Pendant ce temps, derrière la porte entr'ouverte, Pascal observait la scène. Il le faisait chaque jour, discrètement, sans intervenir. Sa présence silencieuse irritait initialement Camille, qui y voyait de la méfiance, mais progressivement, elle avait compris que c'était autre chose, un mélange d'espoir et d'impuissance, l'expression d'un père qui ne pouvait qu'être spectateur de la souffrance de son enfant. Sensation dans la jambe droite, cadran supérieur, nota Camille dans son carnet après la séance. Première réponse sensorielle consciente depuis l'accident. « Est-ce ce que ça veut dire que je vais remarcher ?» demanda Enzo, le souffle court d'excitation. Camille choisit ses mots avec soin. « C'est un premier pas, mais il y a encore beaucoup de chemin. Nous devons être patients. Mais c'est possible, n'est-ce pas ?» insista-t-il. Son regard innocent ébranla les certitudes de Camille. Elle était venue ici avec un objectif précis. Gagner la confiance de Pascal pour mieux le détruire. Mais face à cet enfant plein d'espoir, la frontière entre le mensonge stratégique et la vérité thérapeutique devenait floue. « Oui, Enzo, » admit-elle finalement, « c'est possible. » Plus tard ce jour-là, alors qu'elle compilait ses notes dans le bureau adjacent à sa chambre, Pascal frappa à sa porte. « Vous avez un moment ?» demanda-t-il. Il semblait différent, moins le magnate d'affaires imperturbable, plus l'homme vulnérable qu'elle entrevoyait parfois. « J'ai entendu dire qu'il y a eu un progrès aujourd'hui, des sensations dans la cuisse droite, » confirma Camille. « C'est encourageant, mais je ne voudrais pas créer de faux espoirs. » Pascal s'assit face à elle, son regard intense fixé sur ses notes. « Vous pensez vraiment qu'il a une chance? La lésion est grave, mais pas totale comme le suggéraient les rapports précédents. Il existe un chemin neuronal viable, même s'il est ténu. Pourquoi les autres médecins n'ont-ils rien vu ?» Camille haussa les épaules. Il cherchait des solutions conventionnelles. Mon approche est différente. Un silence confortable s'installa entre eux. Pascal se leva pour observer les photos sur le bureau, celles d'Enzo que Camille utilisait pour documenter sa progression. « Vous êtes doué avec lui, » remarqua-t-il. « Il vous fait confiance. Depuis la mort de Maël, il s'est replié sur lui-même. Vous êtes la première personne avec qui je le vois aussi ouvert. » Cette observation troubla Camille. Son plan n'incluait pas de véritable attachement à l'enfant. Elle devait rester professionnelle, distante. « Je fais simplement mon travail », répondit-elle froidement. Pascal sourit, comme s'il percevait son malaise. Bien sûr, il s'apprêtait à sortir quand il se retourna. « Au fait, Hélène aimerait vous parler. Elle prétend vous avoir reconnu. » Le cœur de Camille manqua un battement. « Reconnu. Ne vous inquiétez pas. Hélène est loyale à cette famille depuis des décennies. Vos secrets sont les nôtres maintenant. » Cette remarque laissa Camille perplexe. Voyait-il en elle une alliée, ou simplement un outil pour guérir son fils? Le soir venu, elle sortit discrètement son enregistreur. Jour 15, premier signe tangible de progrès, Enzo a ressenti des sensations dans sa jambe droite. Elle marqua une pause, hésitante. Le plan se complique. L'enfant s'attache à moi, et je commence à m'attacher à lui, ce n'était pas prévu. Elle s'interrompit en entendant des pas dans le couloir. Quelqu'un s'était arrêté devant sa porte. Camille retint son souffle, mais les pas reprirent, s'éloignant. Le lendemain matin, elle croisa Hélène dans la cuisine. La gouvernante préparait le petit déjeuner d'Enzo, des pancakes en forme d'étoile, sa spécialité. « Bonjour, mademoiselle », salua-t-elle avec un sourire énigmatique. « Bien dormi. Très bien. Merci. J'ai travaillé pour beaucoup de familles à Lyon, vous savez, » dit Hélène tout en retournant un pancake. « Les Gervais, bien sûr, mais avant eux, les Guérin. » Camille se figea. « Les Guérin. La famille de Madame Maël. Oui, une grande maison à Sainte-Foy. » Hélène baissa la voix. « J'y ai connu une jeune femme qui vous ressemblait beaucoup. Solange, elle s'appelait. » Le sang de Camille se glaça. « Vraiment? Elle est partie si soudainement. Certains disaient qu'elle était enceinte. » Hélène planta son regard dans celui de Camille. « Cet enfant aurait votre âge aujourd'hui. » Camille resta muette. Ne sachant comment réagir,
Hélène sourit à nouveau, plus doucement cette fois. « Ne vous inquiétez pas, comme l'a dit Monsieur Pascal, je suis loyale à cette famille, à toute cette famille. » Avait-elle deviné, ou savait-elle depuis le début, plus tard ce matin-là, alors que Camille terminait une séance particulièrement intense avec Enzo? Un appel retentit sur son téléphone. Elle ne reconnut pas le numéro. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel », dit-elle à Enzo qui feuilletait son livre d'astronomie, dans le couloir. Elle décrocha prudemment. « Allô, docteur Blanchard ?» La voix à l'autre bout était hésitante, presque un murmure. « C'est l'infirmière Moreau, de l'hôpital neurologique. Nous ne nous connaissons pas, mais il se passe quelque chose que vous devriez savoir. » Camille sentit sa gorge se nouer. « Je vous écoute. C'est au sujet de Maxime Fabre. Il a montré des signes de conscience hier. Son activité cérébrale a changé. » La nouvelle frappa Camille comme un coup de poing. Maxime, vivant, conscient. Comment est-ce possible? Je croyais que son état était irréversible. C'est ce que tout le monde pensait, mais il a réagi à un stimulus hier. Il a même prononcé quelques mots. Quels mots? Demanda Camille, le cœur battant. Il y eut une hésitation à l'autre bout de la ligne. Il a demandé où est l'ange. Les médecins pensent qu'il délire, mais il vous appelait comme ça pendant les séances, n'est-ce pas? Le médecin ange. Camille s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. Si Maxime se réveillait, s'il confirmait qu'elle n'était pas responsable de son état, sa réhabilitation deviendrait possible. Sa vengeance contre Pascal perdrait alors sa raison d'être. « Merci », murmura-t-elle. « Tenez-moi informée. » En raccrochant, elle aperçut un mouvement au bout du couloir. Pascal se tenait là, l'observant, une expression indéchiffrable sur le visage. Avait-il entendu sa conversation? « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui », mentit Camille. « Un appel sans importance. » Mais ce soir-là, en notant les progrès d'Enzo dans son journal, elle ajouta « Le monde devient flou. Les frontières entre ennemis et alliés s'estompent. Si Maxime se réveille, que reste-t-il de ma vengeance ?» À l'hôpital neurologique. Dans une chambre isolée, Maxime Fabre ouvrit brièvement les yeux pour la première fois en 2 ans. Son regard vide fixa le plafond, puis ses lèvres formèrent silencieusement ces mots « L'ange, reviens ». 1 mois après son arrivée, la présence de Camille à la Villa Gervais était devenue une évidence. Les progrès d'Enzo, bien que modestes, dépassaient toutes les prédictions des médecins. Non seulement la sensibilité revenait progressivement dans ses jambes, mais il avait récemment réussi à bouger volontairement son pied droit. Un moment qui avait arraché des larmes à Pascal, ce matin-là, la routine habituelle fut interrompue par Enzo lui-même. « Pas de séance aujourd'hui », déclara-t-il avec un sérieux inhabituel, quand Camille vint le chercher. « J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Intriguée, elle suivit le fauteuil roulant que le garçon manœuvrait avec une dextérité impressionnante à travers les couloirs de la villa. Il s'arrêta devant un escalier étroit, presque dissimulé derrière une porte dérobée. « Le grenier ?» expliqua-t-il. « C'est là que papa a rangé toutes les affaires de maman après l'accident. » Camille sentit une vague d'appréhension. « Enzo, je ne suis pas sûre que ton père apprécierait que nous fouillions là-haut. »« Il est à Paris pour la journée, » répondit Enzo avec un sourire malicieux. « Et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas monter seule. » Elle céda, portant l'enfant dans ses bras jusqu'au grenier, puis remontant chercher son fauteuil. La pièce sous les combles était vaste, étonnamment ordonnée pour un espace de stockage. Des cartons soigneusement étiquetés s'alignaient contre les murs, et plusieurs malles anciennes trônaient au centre. « Là », indiqua Enzo, pointant une malle recouverte de cuir bleu. « Les souvenirs de maman ?» Camille hésita encore. « Enzo, pourquoi veux-tu regarder ces choses maintenant ?» Le garçon la fixa avec une intensité troublante. « Parce que depuis que tu es arrivé, je fais des rêves étranges. Maman me parle. Elle dit que des secrets sont cachés dans notre famille. » Il baissa la voix. « Et puis, il y a ça. » Il sortit de sa poche un petit carnet à la couverture élimée. « Mon journal, » expliqua-t-il. « Regarde la dernière page. » Camille l'ouvrit délicatement, à l'intérieur. Enzo avait dessiné un arbre, pas un simple arbre de la nature, mais un arbre généalogique, avec des photos découpées et collées. Pascal et Maëlle figuraient en haut, reliés à Enzo. Mais à côté de Maëlle, un point d'interrogation était dessiné, relié à une silhouette sans visage. « Tu vois ?» chuchota Enzo.
Je pense que maman avait une sœur, et je crois... » Il s'interrompit, hésitant. « Tu crois quoi, Enzo ? Je crois que c'est toi, » lâcha-t-il. « Tu ressembles aux photos de maman quand elle était jeune, et tu portes son médaillon. » Camille porta instinctivement la main au pendentif qu'elle n'avait plus quitté depuis que Pascal le lui avait confié. Comment un enfant de 7 ans pouvait-il avoir percé ce secret que les adultes s'efforcèrent de dissimuler ? « Enzo, c'est une théorie très créative, » commença-t-elle prudemment. « Ne me traite pas comme un bébé, » rétorqua-t-il avec une maturité surprenante. « Je sais que les adultes me cachent des choses. Depuis l'accident, je fais semblant de dormir quand papa reçoit des visiteurs. J'écoute, j'observe. » Déstabilisée, Camille s'accroupit pour être à sa hauteur. « Que cherches-tu exactement dans les affaires de ta mère ? » « La vérité ?» Ce simple mot résonna dans le grenier poussiéreux. La vérité ? N'était-ce pas ce que Camille elle-même cherchait en venant ici ? Mais la vérité d'Enzo et la sienne seraient-elles compatibles ? Ils ouvrirent ensemble la malle bleue. À l'intérieur, soigneusement préservée, se trouvaient des albums photos, des journaux intimes, des bijoux, des lettres nouées par des rubans de soie. « Maman gardait tout », expliqua Enzo. « Papa dit que j'ai hérité ça d'elle. Il m'appelle son petit archiviste. » Il désigna un album relié de cuir vert. Celui-là contient les photos d'avant leur mariage. Camille l'ouvrit avec précaution. Les premières pages montraient une jeune Maëlle, radieuse, dans différents lieux de voyage. Puis apparurent des photos de groupe, des réceptions, des fêtes de famille. Sur l'une d'elles, datée de 1995, Camille reconnut avec un choc sa mère, plus jeune, en uniforme de domestique, légèrement en retrait d'un groupe élégant. « C'est qui, elle ?» demanda Enzo, pointant exactement Solange. « Je ne sais pas », mentit Camille, la gorge nouée. Le garçon plissa les yeux, sceptique, mais continua à tourner les pages. Soudain, une photo se détacha et tomba au sol. Camille la ramassa, et son cœur manqua un battement. La photo montrait 2 jeunes filles, bras dessus, bras dessous, devant ce qui semblait être un pensionnat. L'une était indubitablement Maëlle, l'autre, « C'est toi ?» demanda Enzo, incrédule. « Non !» répondit Camille d'une voix blanche. « C'est ma mère, Solange. » Le mot lui avait échappé. Enzo la fixa, les yeux écarquillés. « Alors c'est vrai !» souffla-t-il. « Tu es ma cousine ?» Camille ferma les yeux un instant. La vérité qu'elle avait voulu utiliser comme une arme contre Pascal se révélait maintenant à son fils innocent. « C'est compliqué, Enzo. Les adultes disent de toujours ça quand ils ne veulent pas expliquer. » marmonna-t-il en fouillant plus profondément dans la malle. « Ah, regarde ça !» Il sortit un carnet à la couverture de cuir usé, fermé par un ruban rouge, le journal intime de Maëlle. « Enzo, on ne devrait pas... »« Si, » coupa-t-il fermement. « Maman voudrait qu'on sache. » Il ouvrit le journal à un marque-page en soie. La page était datée du 15 mars 2016, environ 1 mois avant l'accident. J'ai trouvé aujourd'hui une vieille photo au fond d'un tiroir de papa. Une photo qu'il avait visiblement tenté de détruire. On y voit ma mère, enceinte, aux côtés d'une autre femme, également enceinte, au dos. Une simple annotation. Émilie et Jeanne, sœurs dans la tente. Décembre 1987. Émilie est ma mère. Mais Jeanne, papa n'a jamais mentionné de sœur à ma mère. Quand je lui ai montré la photo, il est devenu livide et me l'a arraché des mains. Ne remue pas le passé, Maëlle, a-t-il ordonné. Mais je ne peux m'empêcher de penser à cette femme. Si nos mères étaient enceintes en même temps, où est cet enfant ? Aurais-je un cousin ou une cousine quelque part ? Et pourquoi un tel secret ? Camille tremblait en lisant ces lignes. Maëlle avait commencé à découvrir la vérité juste avant sa mort. « Continue », insista Enzo, fébrile. La page suivante était plus troublante encore. Après des semaines de recherche, j'ai découvert l'impensable. Jeanne n'était pas la sœur de ma mère, mais sa demi-sœur, une fille illégitime de mon grand-père, cachée à tous. Et la jeune domestique que papa employait quand nous nous sommes rencontrés, Solange, pourrait être sa fille. Les dates correspondent, j'en ai parlé à Hélène. Qui a pâli ? N'en parle pas à ton mari ? M'a-t-elle conseillé. Pas encore. J'ai surpris une conversation entre Pascal et son avocat hier. Il parlait d'une pension alimentaire discrète, versée pendant des années. Et si Pascal était impliqué d'une façon que j'ignore encore, je dois savoir.
Puis, l'écriture devenait plus précipitée, datée de la veille de l'accident. Demain, je confronterai Pascal, j'ai rassemblé toutes les preuves, s'il m'a menti pendant toutes ces années, s'il a su pour Solange et n'a rien dit, je ne pourrai pas continuer. Enzo mérite de connaître toute sa famille, pas seulement la partie que son père juge acceptable. Camille referma le journal, les mains tremblantes. Enzo, ta mère allait découvrir quelque chose d'important le jour de l'accident. La dispute, murmura Enzo. Dans la voiture, avant qu'on ne heurte l'arbre, ils se disputaient au téléphone. Tu t'en souviens? Enzo hocha gravement la tête. Papa criait, maman pleurait. Elle répétait un nom. Solange. Camille sentit un frisson glacé parcourir son échine. Solange, ma mère. Le regard d'Enzo s'illumina d'une compréhension nouvelle. Tu es venu pour elle, n'est-ce pas? Pas seulement pour me soigner. Devant cette perspicacité enfantine, Camille ne put que murmurer. Oui, un bruit de porte qui s'ouvre en bas les fit sursauter tous les deux. Enzo, appela la voix de Pascal. Camille. Ils échangèrent un regard paniqué. Il ne doit pas savoir qu'on est venu ici, chuchota Enzo. Pas encore, promets-moi. Camille hésita. Ses enregistrements, son plan de vengeance. Tout cela semblait soudain insignifiant face à la confiance de cet enfant. Je promets, dit-elle finalement, notre secret. Tandis qu'il rangeait précipitamment les affaires de Maëlle, Camille glissa discrètement la photo des deux jeunes filles dans sa poche, pour la première fois depuis son arrivée. Sa mission initiale vacillait, dans la quête de vérité engagée par Enzo, elle commençait à entrevoir un chemin différent, non pas celui de la destruction, mais peut-être celui de la réconciliation. Le soleil couchant embrasait les vignobles du Beaujolais visibles depuis la terrasse de la Villa Gervais. Pascal avait insisté pour organiser un dîner spécial ce soir-là, pour célébrer un nouveau jalon dans le rétablissement d'Enzo. L'enfant avait réussi à se tenir debout quelques secondes, soutenu par les barres parallèles, avant que ses jambes ne cèdent sous son poids, une bouteille de Château Margaux 1995, annonça Pascal en débouchant avec précaution une bouteille de vin rouge. Je la gardais pour une occasion vraiment spéciale. Camille sourit poliment, mais son esprit était ailleurs, depuis leur découverte dans le grenier 2 jours plus tôt. Enzo et elle partageaient un secret qui pesait lourdement sur ses épaules. Chaque conversation avec Pascal semblait désormais traversée par des non-dits. Des questions silencieuses. À Enzo, proposa Pascal en levant son verre. Et à vous, Camille, vous accomplissez des miracles. Pas des miracles, corrigea-t-elle doucement. De la science, du travail, et un patient exceptionnellement courageux. Enzo rougit sous le compliment. Il était resté inhabituellement silencieux pendant le repas, observant les adultes avec cette intensité troublante qu'il avait développée depuis l'accident. « Je suis fatigué », déclara-t-il soudain après le dessert. « Je peux aller me coucher. » Pascal parut surpris. « Sitôt, mais c'est ta soirée, champion. » Les exercices d'aujourd'hui étaient épuisants, intervint Camille. Son corps travaille dur pour reconstruire les connexions nerveuses. Enzo lui lança un regard reconnaissant, alors qu'Hélène l'emmenait se coucher. Il se pencha vers Camille et chuchota. « Demande-lui pour la photo. » Une fois seul sur la terrasse, un silence gêné s'installa entre Pascal et Camille. La bouteille de Margaux était à moitié vide et les étoiles commençaient à piquer le ciel d'encre. « C'est étrange, » commença Pascal en contemplant son verre. « Pendant 2 ans, je n'ai pas osé espérer. Tous ces médecins, ces spécialistes, avec leur visage grave et leur « Monsieur Gervais », il faut être réaliste. La médecine conventionnelle a ses limites, répondit Camille avec précaution. Et pourtant, vous, une jeune médecin dont la carrière a été injustement détruite, il laissa sa phrase en suspens, tournant son verre entre ses doigts. La vie a un sens de l'ironie assez cruel, n'est-ce pas? Camille hésita, puis saisit l'ouverture. Pascal, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Il haussa les sourcils. Surpris par le ton informel, bien sûr. Quand nous avons commencé ce arrangement, vous avez mentionné que votre femme s'appelait Maëlle Guérin. Était-elle originaire de Sainte-Foy? Le visage de Pascal se figea imperceptiblement. Pourquoi cette question? Simple curiosité, mentit Camille. Hélène a évoqué cette famille l'autre jour. Pascal reposa son verre, soudain tendu. Hélène parle trop. Elle semble très attachée à Enzo et à vous. Hélène a servi les Guérin avant de travailler pour moi, admit-il finalement.
C'est ainsi que j'ai rencontré Maëlle, en fait. J'étais venue estimer leur propriété pour un éventuel achat. Et un sourire mélancolique traversa son visage. Elle m'a séduit immédiatement, 1 an plus tard. Nous étions mariés. Et sa famille? Pascal eut un rire amer. Xavier Guérin, son père, était un homme, compliqué, fortune familiale, apparence à maintenir. Il a désapprouvé notre mariage au début. Je n'étais pas assez bien née à ses yeux, mais il a cédé. L'argent finit toujours par convaincre les gens comme lui. Pascal se resservit du vin. Pourquoi cet intérêt soudain pour ma belle famille? Camille sortit lentement la photo de sa poche, celle qu'elle avait subtilement prise du grenier. J'ai trouvé ceci. Pascal prit la photo, et dans la lueur tamisée des lanternes de la terrasse, son visage blêmit. Où avez-vous trouvé ça? Est-ce Maëlle sur cette photo? Oui, murmura-t-il. Adolescente, au pensionnat Saint-Marie. Et l'autre fille? Pascal garda le silence un long moment, fixant l'image comme si elle pouvait le brûler. Pourquoi remuer le passé, Camille? Parce que ce passé est aussi le mien, répondit-elle doucement. L'autre fille est ma mère, Solange. Le verre de Pascal glissa de ses doigts et se brisa sur le sol de la terrasse. Ni l'un ni l'autre ne fit un geste pour ramasser les éclats. Alors c'était vrai, articula-t-il finalement. Quand vous avez mentionné Solange lors de notre première rencontre, j'ai voulu croire à une coïncidence. Ce n'en était pas une. Vous êtes venu pour vous venger, n'est-ce pas? Son ton n'était pas accusateur, juste résigné. Utilisez Enzo pour m'atteindre. Camille sentit la honte l'envahir. C'était exactement son plan initial. J'étais en colère, admit-elle. Pendant des années, ma mère a élevé seule sa fille pendant que vous prospériez. Elle m'a dit comment vous l'aviez rejetée quand elle était tombée enceinte. Pascal ferma les yeux, comme frappé par une douleur physique. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors quoi? Il se leva, marchant jusqu'à la balustrade, le vent nocturne agitait ses cheveux grisonnants. J'avais 23 ans, fraîchement diplômée. Je démarrais dans l'immobilier. Solange travaillait pour les Guérin comme dame de compagnie de Maëlle. Il soupira profondément. Nous avons eu une liaison, c'est vrai. Quand elle m'a annoncé sa grossesse, j'ai paniqué. Mon père venait de m'intégrer à l'entreprise familiale. J'étais sur le point de conclure mon premier gros contrat avec, ironiquement, Xavier Guérin, le père de Maëlle. Alors vous avez choisi votre carrière plutôt que votre enfant, accusa Camille. J'ai proposé de l'argent, oui, beaucoup d'argent, pour qu'elle puisse élever notre enfant confortablement, ailleurs, loin du scandale que cela aurait créé. Il se tourna vers elle, les traits tirés. Ce que Solange ne vous a peut-être pas dit, c'est qu'elle a refusé. Camille fronça les sourcils. Refuser l'argent. Elle a dit qu'elle ne voulait pas élever son enfant dans le mensonge, avec un père qui la reniait. Elle est partie, refusant tout contact. Il secoua la tête. J'ai essayé de la retrouver, plus tard, mais elle avait disparu. Et ensuite, vous avez épousé Maëlle, la demi-sœur de ma mère. Pascal se rassit lourdement. Je ne savais pas qu'elles étaient liées. Personne ne le savait. Xavier Guérin avait eu une liaison avec la mère de Solange bien avant son mariage. Quand cette femme est tombée enceinte, il l'a payée pour garder le secret et a fait adopter l'enfant par une famille de domestiques qui travaillait pour lui. Quel homme charmant, ironisa Camille. Le pire, admit Pascal, c'est que j'ai appris tout cela bien après mon mariage avec Maëlle. Une ancienne gouvernante des Guérin, mourante, a confessé ce secret à Hélène, qui me l'a rapporté. Et vous n'avez rien dit à Maëlle? Pascal eut un rire sans joie. Comment aurais-je pu? Chérie, ton père a eu une fille illégitime dont il ne t'a jamais parlé. Et oh, au fait, j'ai moi-même eu une liaison avec elle et probablement un enfant. Le silence retomba, lourd de révélations. Dans le lointain, un hibou ulula. Notre mariage était déjà en difficulté, continua Pascal, la voix brisée. Maëlle me reprochait mon absence, mon obsession pour le travail. Elle voulait que je sois plus présent pour Enzo. Que s'est-il passé le jour de l'accident? Osa demander Camille. Le visage de Pascal se décomposa. Elle avait trouvé quelque chose, une photo, des documents. Elle m'a appelée, hystérique. Elle disait qu'elle savait tout, qu'elle allait prendre Enzo et partir. J'étais en réunion. J'ai essayé de la calmer, de lui dire que nous pouvions en parler. Et puis j'ai entendu le crissement des pneus, son cri.
Une larme solitaire coula sur sa joue. Je l'ai tué, Camille. Pas directement, mais c'est comme si j'avais tenu le volant moi-même. Ma femme est morte en découvrant mes mensonges, et mon fils a perdu l'usage de ses jambes. L'amertume que Camille avait nourrie pendant des années semblait se dissoudre face à la douleur authentique de cet homme. La vengeance qu'elle avait planifiée paraissait soudain vide de sens. « Votre mère est-elle toujours ?» commença Pascal. « Non » coupa doucement Camille. « Cancer du pancréas, il y a 6 mois. Je suis désolée. Vraiment. » Il leva les yeux vers elle. « Enzo est votre demi-frère, vous le savez. » Camille hocha la tête. « C'est ce que ma mère m'a dit sur son lit de mort. C'est pourquoi je suis venue, pour comprendre. Et pour me faire payer ?» Elle hésita. « Au début, oui, mais maintenant... Je ne sais plus, Pascal. Enzo a besoin de moi, de nous deux. » Il tendit la main vers elle. Un geste hésitant, presque timide. « Restez, pas comme employé, mais comme famille. Enzo mérite de connaître sa sœur. » Camille regarda cette main tendue, symbole d'une réconciliation qu'elle n'avait jamais envisagée. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de l'infirmière Moreau. « Urgent. Maxime Fabre conscient. Demande à vous voir. Famille informée. » Son cœur s'accéléra. Si Maxime parlait, si la vérité sur ce qui s'était réellement passé ce jour-là était révélée, sa réhabilitation deviendrait possible. Mais cela signifiait aussi que la famille Fabre et toute la presse seraient bientôt au courant de sa présence à Lyon. « Un problème ?» demanda Pascal, notant son trouble. « Peut-être la fin d'un ?» répondit-elle énigmatiquement. « Ou le début d'un autre, cette nuit-là. » Alors que la villa dormait, 2 personnes restaient éveillées. Dans sa chambre, Camille contemplait la photo des 2 jeunes filles, se demandant quel aurait été le cours de leur vie si les secrets n'avaient pas déchiré cette famille. Et dans son bureau, Pascal sortait d'un tiroir verrouillé une enveloppe jamais ouverte. Les résultats d'un test ADN confirmant ce qu'il savait déjà au fond de lui-même, Camille était bien sa fille. L'aube pointait à peine, quand Camille fut réveillée par des coups frénétiques à sa porte. Elle s'arracha d'un sommeil agité, hanté par les révélations de la veille, pour découvrir Hélène, le visage illuminé d'une joie fébrile. « Venez vite !» souffla la gouvernante. « C'est Enzo. » Camille enfila une robe de chambre, le cœur battant. Avait-il fait une rechute, une complication? Elle suivit Hélène dans le couloir où Pascal se tenait déjà, immobile devant la chambre de son fils, comme paralysé par ce qu'il voyait. « Regardez !» murmura-t-il en l'apercevant. Camille s'approcha de la porte entr'ouverte, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Enzo était debout, s'agrippant au montant de son lit, ses jambes frêles tremblant sous l'effort, mais tenant bon. Pas dans les barres parallèles, pas pendant une séance de thérapie. Mais ici, spontanément, dans l'intimité de sa chambre, « Je voulais vous surprendre », lança Enzo avec un sourire rayonnant. J'ai senti que je pouvais le faire en me réveillant. Pascal fit un mouvement pour le rejoindre, mais Camille le retint doucement par le bras. « Laissez-le venir à nous », chuchota-t-elle. « Il peut le faire. » Le regard que lui lança Pascal contenait une gratitude presque douloureuse. Enzo lâcha le lit d'une main, puis de l'autre, vacillant dangereusement avant de trouver un équilibre précaire. Le silence dans le couloir était absolu, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, il avança un pied, la jambe droite, celle qui avait montré les premiers signes de récupération. Le mouvement était maladroit, imprécis, mais délibéré, un pas, puis un autre, chancelant comme un tout petit qui apprend à marcher. Enzo avançait vers eux. « Papa », murmura-t-il, les yeux brillants d'effort et d'émotion. « Camille ». Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Ses jambes cédèrent, et il s'effondra. Mais Pascal s'était déjà élancé pour le rattraper. Il souleva son fils dans ses bras, le serrant contre lui avec une tendresse que Camille n'avait jamais vue chez cet homme d'affaires habituellement si composé. « Tu as marché, mon fils », répétait Pascal, la voix brisée par l'émotion. « Tu as marché ». Camille observait la scène, submergée par une constellation d'émotions contradictoires. La fierté professionnelle de voir sa thérapie fonctionner, la joie authentique pour Enzo, et quelque chose de plus personnel, plus profond, le sentiment d'appartenir, enfin, à cette étrange famille recomposée par les secrets et les non-dits. « J'ai quelque chose à vous montrer », déclara soudain Enzo, en se détachant de l'étreinte de son père.
Dans ma chambre, c'est important. » Pascal le porta jusqu'à son lit, où Enzo tendit la main vers sa table de nuit. Il en sortit un dossier relié de cuir, trop formel pour les affaires habituelles d'un enfant de 7 ans. « J'ai travaillé dessus en secret », expliqua-t-il avec une gravité surprenante, « depuis que Camille est arrivée. » Il ouvrit le dossier, révélant des dizaines de pages couvertes de notes, de coupures de journaux, de photos annotées soigneusement, reliées par des fils rouges comme dans les films policiers, un véritable travail d'investigation. « Enzo, qu'est-ce que... » commença Pascal, stupéfait. « Notre histoire, » coupa l'enfant. « Notre vraie histoire. » Camille s'approcha pour mieux voir. La première page contenait un arbre généalogique méticuleusement dessiné. En haut figuraient Xavier Guérin et ses 2 épouses, puis Maëlle et Solange, reliés par une ligne en pointillé indiquant demi-sœur, plus bas, Pascal, relié à la fois à Maëlle par un trait plein symbolisant le mariage, et à Solange par un trait en pointillé portant la mention liaison, enfin. Au bas de la page, Enzo et Camille, frères et sœurs par leur père. « Comment as-tu... » balbutia Pascal. « J'écoute, » répondit simplement Enzo. « J'observe, depuis l'accident. Les adultes pensent que je ne comprends pas. Alors ils parlent comme si je n'étais pas là. » Il tourna son regard vers Camille. « Et puis, j'ai trouvé ça. » Il tourna plusieurs pages pour révéler une lettre glissée dans une pochette plastique. Une lettre jamais envoyée, écrite de la main de Maëlle. Elle était cachée dans le médaillon, expliqua Enzo. Celui que tu portes, Camille. J'ai remarqué qu'il s'ouvrait d'une façon spéciale quand j'étais petit. Maman y gardait ce qu'elle appelait ses secrets précieux. Camille porta instinctivement la main au médaillon que Pascal lui avait confié. Elle ne l'avait jamais ouvert, le considérant comme un simple bijou. Quand tu dormais, je l'ai emprunté, avoua Enzo avec une pointe de culpabilité, juste pour voir si le secret y était toujours. Pascal prit délicatement la lettre, sa main tremblait légèrement en dépliant le papier jauni. « Mon cher Pascal, si tu lis ces mots, c'est que j'ai trouvé le courage de te révéler ce que je sais, ou peut-être que le destin en a décidé autrement, et que ces mots te parviennent d'une autre façon. J'ai découvert ton secret, notre secret. Solange Guérin n'était pas seulement ton ancienne maîtresse. Elle était ma demi-sœur, la fille illégitime de mon père, cachée à tous, même à moi. Nous aurions pu grandir ensemble, être une famille. Au lieu de cela, nos vies ont été séparées par les mensonges des hommes qui prétendaient nous protéger. Notre mariage s'est construit sur des fondations fragiles, Pascal. Tes ambitions, mes silences, nos compromis. Maintenant que je sais, je ne peux plus faire semblant. Et pourtant, malgré ma colère, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une raison à tout cela. Enzo mérite de connaître sa sœur. Oui, j'ai fait mes recherches. Solange a eu une fille, ta fille. Notre famille n'est pas celle que nous avons prétendu être. Mais peut-être peut-elle encore être sauvée par la vérité. Nous parlerons demain, et ce sera difficile, mais je crois encore au pardon et à la possibilité d'un nouveau départ. Avec espoir, Maëlle, un silence assourdissant, suivit la lecture. Camille sentit des larmes couler sur ses joues, sans pouvoir les retenir. Cette lettre, écrite la veille de l'accident, changeait tout. Maëlle ne fuyait pas simplement un mariage brisé. Elle espérait reconstruire une famille plus grande, plus vraie. Elle savait, murmura Pascal, accablé. Elle savait et voulait te retrouver. Camille s'assit lentement sur le bord du lit, dépassée par l'émotion. Ma mère ne savait pas. Elle croyait que tu avais rejeté Maëlle quand elle avait découvert la vérité. J'ai passé ces 2 dernières années à me haïr, confessa Pascal. Persuadée que ma tromperie avait tué Maëlle, mais elle voulait pardonner, compléta Enzo avec une sagesse surprenante. Maman me disait toujours que les secrets rendent malade, mais que la vérité guérit. L'enfant tourna une nouvelle page de son dossier, révélant une photo que Camille n'avait jamais vue. Maëlle, enceinte, aux côtés d'une Solange également enceinte, 2 futures mères, radieuses, ignorant qu'elles partageaient bien plus qu'une amitié passagère. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Pascal stupéfait. « Dans la malle bleue au grenier », répondit Enzo. « Celle où maman gardait ses souvenirs les plus importants. » Camille contemplait cette image, preuve d'une connexion que le destin avait tissée entre elles malgré les mensonges des hommes. Sa mère et sa tante, portant leurs enfants qui seraient frères et sœurs sans le savoir pendant des années,
Une sonnerie stridente brisa ce moment suspendu. Le téléphone de Camille. Elle le sortit machinalement de sa poche de robe de chambre. Encore sous le choc des révélations, le message qui s'affichait la ramena brutalement à une autre réalité. Urgence. Maxime Fabre pleinement conscient. Sa famille organise conférence de presse ce midi pour dénoncer la neurologue meurtrière qu'ils ont localisée. Venez immédiatement, Dédé, Moreau. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Pascal. Alerté par son expression soudain alarmée, Maxime Fabre, murmura Camille. Le patient que tout le monde croyait perdu, il était réveillé. C'est une bonne nouvelle, non ? Intervint Enzo, confus. Pas si sa famille maintient les accusations contre moi, répondit Camille, sentant la panique monter. S'il découvre que je suis ici, que je pratique illégalement la médecine sur toi. Pascal se redressa, reprenant instantanément son masque d'homme d'affaires implacable. Je ne les laisserai pas vous détruire une seconde fois, ni vous séparer d'Enzo maintenant que vous vous êtes trouvés. Il se tourna vers Hélène qui était restée silencieuse dans l'encadrement de la porte. Préparez la voiture. Nous allons à l'hôpital neurologique, tous ensemble. Pourquoi faire ? Demanda Camille. Abasourdie, Pascal la regarda droit dans les yeux, avec une intensité nouvelle. Pour affronter la vérité, toute la vérité. Si Maël voulait reconstruire notre famille sur des bases honnêtes, c'est ce que nous allons faire. Enzo s'agrippa au bras de son fauteuil, qu'Hélène avait approché du lit. Je viens aussi. J'ai des preuves dans mon dossier. Des preuves de quoi ? Demanda Camille. L'enfant sourit, ce sourire innocent mais étrangement sage qui lui était propre. Des preuves que parfois, les miracles existent vraiment, comme un garçon qui remarche, ou une famille qui se retrouve. 1 heure plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Camille trouva Pascal dans le bureau, au téléphone avec son avocat. Elle s'apprêtait à se retirer discrètement quand il raccrocha. « Je ne vous laisserai pas tomber », déclara-t-il simplement. « Quelle que soit l'issue. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Après tout, je suis venue ici pour vous détruire. » Pascal sourit faiblement. « Peut-être que nous avions tous les deux besoin d'être un peu détruits pour pouvoir être reconstruits. » Il sortit l'enveloppe du test ADN de son tiroir et la lui tendit. « J'ai fait faire ce test quand vous êtes arrivés, je savais, au fond de moi, depuis le début. » Camille prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Elle n'en avait pas besoin. La vérité était déjà inscrite dans chaque cellule de son corps, dans cette étrange familiarité qu'elle ressentait avec Enzo, dans ce lien invisible qui l'avait conduite jusqu'ici. « Prête ?» demanda Pascal en lui tendant la main. Pour toute réponse, Camille saisit cette main offerte. Ensemble, ils rejoignirent Enzo, qui les attendait dans l'entrée, son précieux dossier sur les genoux, prêt à affronter le monde extérieur pour la première fois depuis son accident, sur le seuil de la villa Gervais. Une famille improbable s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre de son histoire. L'hôpital neurologique de Lyon, bâtiment austère des années 60, semblait particulièrement animé ce matin-là. Dès leur arrivée, Pascal, Camille et Enzo remarquèrent une agitation inhabituelle. Des journalistes faisaient le pied de grue devant l'entrée principale, et des vigiles avaient été postés pour filtrer les accès. La famille Fabre n'a pas perdu de temps, murmura Pascal en garant sa voiture sur une place réservée aux visiteurs VIP. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas remis les pieds dans cet hôpital depuis le jour fatidique où Maxime Fabre était tombé dans le coma pendant sa séance de traitement. Revenir ici, c'était comme plonger dans un cauchemar qu'elle avait tenté d'oublier. « Je devrais peut-être rester dans la voiture », suggéra-t-elle, la gorge serrée. « Pas question », intervint Enzo depuis son siège arrière. « Ton médicament m'a aidé à remarcher. Il a peut-être aussi aidé Maxime à se réveiller. Tu dois être là. » Sa logique enfantine, mais implacable, arracha un faible sourire à Camille. Il avait raison. Si Maxime était réellement conscient, il était le seul à connaître la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Ils entrèrent par une porte de service que Pascal semblait bien connaître. « J'ai fait d'importants dons à cet hôpital », expliqua-t-il devant leurs regards interrogateurs. « Certains privilèges viennent avec. » Dans le hall, ils furent accueillis par le docteur Moreau, une femme d'une 50aine d'années au regard vif et aux gestes précis. Son visage s'illumina en reconnaissant Camille. « Dieu merci, vous êtes venu », dit-elle en l'entraînant vers un bureau vide. « La situation est explosive. Que se passe-t-il exactement ?» demanda Pascal une fois la porte fermée. « Maxime Fabre est sorti du coma il y a 3 jours, expliqua le docteur Moreau. D'abord par intermittence, puis de façon plus stable.
Il a commencé à parler hier. Ses premières paroles cohérentes ont été pour demander « le médecin ange ». C'est ainsi qu'il m'appelait, murmura Camille, émue malgré elle. Le problème, continua Moreau, c'est que son père, le sénateur Fabre, a une version très différente des événements. Pour lui, c'est l'occasion rêvée de vous accabler définitivement en présentant son fils comme une victime miraculeusement revenue d'entre les morts. Un miracle qu'ils attribueront à leur médecin, j'imagine, ironisa Pascal. Exactement. Ils organisent une conférence de presse à midi dans l'auditorium de l'hôpital. Ils ont même fait venir des caméras de télévision. Moreau consulta sa montre. Dans 1 heure. Maxime sait-il ce qui se prépare ? Demanda Camille. Je ne pense pas. Ils l'ont isolé dans une chambre privée, avec sécurité à la porte. Seule la famille et les médecins qu'ils ont choisis ont accès, Enzo, qui était resté silencieux, pointa son dossier. J'ai une idée. Les 3 adultes se tournèrent vers lui, surpris. Si Maxime est le seul à connaître la vérité, nous devons lui parler avant la conférence. Il ouvrit son dossier à une page précise. Et je sais comment faire. La page montrait le plan de l'hôpital, avec des annotations manuscrites sur les différentes entrées, les systèmes de sécurité et les passages de service. Où as-tu trouvé ça ? s'étonna Pascal. Internet, répondit simplement Enzo. Et j'ai ajouté des informations que j'ai trouvées dans tes dossiers quand tu as fait un don pour le nouveau scanner. Camille échangea un regard incrédule avec Pascal. Leur fils était décidément plein de surprises. D'après ce plan, poursuivit Enzo, il y a un passage de service qui mène directement à l'étage des soins intensifs où Maxime est probablement gardé. Je peux vous y conduire, proposa le docteur Moreau. Mais les gardes ? J'ai une idée pour ça aussi, dit Enzo avec un sourire malicieux. 20 minutes plus tard, leur plan improbable se mettait en place. Pascal se dirigeait vers le bureau administratif de l'hôpital, prétextant vouloir discuter d'un nouveau don conséquent, attirant ainsi l'attention loin du couloir des soins intensifs. Pendant ce temps, Camille poussait le fauteuil d'Enzo. Tous deux vêtus de blouses blanches empruntées dans un vestiaire, le docteur Moreau les guidait à travers un dédale de couloirs secondaires. La chambre 312. Chuchota Moreau en s'arrêtant à un angle. Il y a un garde devant la porte. Je vais le distraire. Mais vous n'aurez que quelques minutes. Elle s'avança vers le garde, un dossier à la main, engageant une conversation animée sur un prétendu problème administratif urgent. Le garde hésita, jeta un coup d'œil à la porte fermée, puis suivit Moreau quelques mètres plus loin pour consulter des documents. Maintenant, souffla Camille en poussant rapidement le fauteuil d'Enzo jusqu'à la porte. Ils entrèrent, sans frapper. La chambre était spacieuse, baignée d'une lumière douce. Dans le lit, Maxime Fabre, 21 ans maintenant, semblait fragile et pâle après ses 2 années de coma. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant entrer ses visiteurs inattendus. « Maxime, commença doucement Camille, je suis le médecin ange, compléta-t-il d'une voix rauque. Peu habitué à parler, je savais que vous viendriez. Tu me reconnais, s'étonna-t-elle. Un faible sourire éclaira son visage émacié. J'entendais tout. Vous savez, pendant des mois, peut-être des années, j'entendais sans pouvoir répondre. Camille s'approcha du lit, émue. Qu'as-tu entendu exactement ? Mes parents, discutant avec des avocats, comment ils allaient utiliser mon cas contre vous, comment ils avaient modifié les dossiers médicaux. Il s'interrompit, épuisé par l'effort. Ils ont pris votre formule, n'est-ce pas ? Le médicament que vous aviez créé. Camille hocha la tête, stupéfaite. Tu sais ça aussi ? Mon père s'en vantait devant mon lit. Il disait que c'était ironique que la substance qui m'avait tué les rendrait riches. Maxime tourna son regard vers Enzo. « Qui est-ce ? Je m'appelle Enzo », se présenta le garçon en avançant son fauteuil. « C'est grâce aux médicaments de Camille que je peux bouger mes jambes à nouveau. » Maxime sourit. « Alors ça fonctionne vraiment. » « Maxime, » intervint Camille, consciente que le temps pressait. « Ta famille organise une conférence de presse aujourd'hui. Ils vont m'accuser publiquement d'avoir causé ton état. » Le jeune homme ferma les yeux un instant. « Je m'en doutais. J'ai entendu des bribes. Ils ne savent pas encore que je comprends tout. Peux-tu nous aider ?» demanda Enzo. « Camille n'est pas coupable, n'est-ce pas ?»« Non, » affirma Maxime en rouvrant les yeux. « Mon père m'avait fait prendre un autre médicament ce matin-là, sans que personne ne le sache, un prototype de leur laboratoire. C'est l'interaction entre les deux qui a causé ma réaction.
Camille eut l'impression qu'un poids énorme se soulevait de sa poitrine. Pendant 2 ans, elle avait vécu avec la culpabilité, persuadée d'avoir commis une erreur fatale. « Tu accepterais de témoigner ?» demanda-t-elle, osant à peine espérer. Un sourire déterminé apparut sur le visage de Maxime. « Mieux que ça, je vais les confronter directement. J'en ai assez de leur manipulation. » À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Il s'attendait à voir le garde, mais c'était le docteur Moreau, le visage tendu. « Ils ont avancé la conférence », annonça-t-elle. « Elle commence dans 10 minutes. Le sénateur Fabre est furieux que Pascal Gervais soit dans le bâtiment. »« Parfait », déclara Maxime avec une détermination surprenante. « Aidez-moi à me lever. Il est temps que tout le monde entende la vérité. » Pendant ce temps, dans le grand auditorium de l'hôpital, une foule de journalistes s'installait, au premier rang, la famille Fabre au complet, le sénateur, son épouse et leur fille aînée sur l'estrade. Un podium flanqué de drapeaux français attendait les orateurs. Des photos de Maxime avant son accident étaient projetées sur un écran géant, accompagnées de mentions comme « victime du protocole Blanchard » et « 2 ans de vie volée ». Pascal, posté discrètement au fond de la salle, observait ce spectacle macabre avec dégoût. Son téléphone vibra, un message de Camille. « Prépare-toi pour une entrée fracassante ». L'horloge affichait 11h55 quand le sénateur Fabre monta sur l'estrade, son visage grave parfaitement composé pour les caméras. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner d'un miracle, mais aussi pour dénoncer l'incompétence criminelle qui a volé 2 années de la vie de mon fils. » Il fut interrompu par un mouvement à l'arrière de la salle. Les portes s'ouvrirent, laissant place à un spectacle inattendu. Maxime Fabre, soutenu par Camille d'un côté et le docteur Moreau de l'autre, avançait lentement vers l'estrade. Derrière eux, Enzo suivait dans son fauteuil roulant. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Des flashs crépitèrent. Le sénateur Fabre pâlit visiblement. « Maxime, que fais-tu debout ? Tu devrais être dans ma chambre, isolée, pour que tu puisses continuer à mentir. » La voix de Maxime, bien que faible, portait étrangement dans le silence soudain de l'auditorium. « Désolé, père, mais j'ai décidé qu'il était temps que la vérité éclate. » Un silence surréaliste envahit l'auditorium. Tous les regards étaient rivés sur Maxime Fabre, ce jeune homme qui semblait revenu d'entre les morts, debout face à son père pétrifié sur l'estrade. « Maxime, tu es confus », tenta le sénateur Fabre, retrouvant rapidement sa contenance. « Tu viens à peine de sortir du coma. Les médecins ont dit que tu aurais des moments de confusion. Je n'ai jamais été aussi lucide. »« Père !» répondit Maxime d'une voix qui gagnait en assurance à chaque mot. « Pendant 2 ans, j'ai tout entendu sans pouvoir parler, comme une prison de chair où mon esprit était parfaitement conscient. » Des murmures stupéfaits parcoururent l'assemblée de journalistes. Les caméras tournaient, captant chaque seconde de ce drame inattendu. « Laissez-moi vous présenter le docteur Camille Blanchard », poursuivit Maxime en désignant la jeune femme qui le soutenait. « Celle que vous vous apprêtiez à crucifier une seconde fois. » Le sénateur Fabre fit un signe discret à la sécurité, mais Pascal, qui s'était rapproché de l'estrade, intervint promptement. « Je vous déconseille d'interrompre ce témoignage, » déclara-t-il avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. « Je suis Pascal Gervais et je me porte garant de l'authenticité de ce qui va suivre. Le milliardaire qui emploie illégalement une médecin radiée, » répliqua le sénateur avec mépris. « Votre parole n'a aucune valeur ici, alors écoutez la mienne, » intervint Enzo, manœuvrant son fauteuil jusqu'au pied de l'estrade. « Je m'appelle Enzo Gervais. Il y a 2 mois, j'étais complètement paralysé des jambes. Aujourd'hui, grâce au docteur Blanchard, j'ai recommencé à marcher, pour appuyer ses propos. » L'enfant se leva lentement de son fauteuil, chancelant mais debout, provoquant une nouvelle vague de stupeur dans l'assistance. « Un miracle médical, voulez-vous dire ?» tenta Madame Fabre, s'avançant sur l'estrade. « Comme celui qui a permis à notre fils de revenir à la conscience ?»« Pas un miracle, » corrigea Maxime, « mais une science. La même science que vous avez volée au docteur Blanchard après avoir détruit sa carrière. » Des flashs crépitèrent de plus belle. Le docteur Moreau aida Maxime à monter sur l'estrade, où il se retrouva face à ses parents. Camille et Pascal restèrent en retrait, conscients que ce moment appartenait à Maxime. « Le jour de mon accident, » commença le jeune homme,
Mon père m'avait fait prendre un médicament expérimental développé par ses laboratoires pharmaceutiques, un produit non testé, non approuvé, qu'il espérait commercialiser rapidement comme stimulant neurologique. Le sénateur Fabre blêmit. C'est absurde. Il ne m'en avait pas informé. Ni moi, ni le docteur Blanchard, poursuivit Maxime, implacable. C'est l'interaction entre ce composé et le traitement du docteur Blanchard qui a provoqué ma réaction, et quand je suis tombée dans le coma, qu'avez-vous fait? Vous avez accusé le docteur Blanchard, détruit sa carrière et volé sa formule. Il se tourna vers les journalistes, son visage émacié illuminé par une détermination féroce. Pendant 2 ans, j'ai entendu chaque conversation dans ma chambre d'hôpital. J'ai entendu mon père se vanter des profits que Fabre Pharmaceuticals réalisait grâce au Neurostim, le médicament qu'ils ont développé à partir de la formule volée au docteur Blanchard. Un journaliste se leva. « Monsieur Fabre, est-il vrai que votre entreprise commercialise actuellement un médicament basé sur les recherches du docteur Blanchard ? C'est une coïncidence de recherche, balbutia le sénateur. Nos scientifiques travaillaient indépendamment sur un composé similaire. Mensonge, s'écria Maxime. J'ai entendu votre avocat discuter de la manière dont vous aviez modifié les dates sur les brevets pour faire croire que votre formule précédait celle du docteur Blanchard. Tu délires, mon fils, tenta une dernière fois le sénateur. Le coma a affecté ton esprit. Alors comment expliquez-vous ceci ? C'était Enzo qui venait de prendre la parole. Son dossier ouvert sur ses genoux, il en sortit plusieurs documents qu'il tendit à un journaliste au premier rang, des copies des brevets originaux du docteur Blanchard, datés et certifiés, expliqua-t-il, et les rapports contradictoires des experts médicaux lors du procès. Certains passages ont été modifiés entre la version originale et celle présentée au tribunal. « Comment as-tu obtenu ces documents ?» s'étonna Pascal. N'ayant jamais vu ces preuves auparavant, « Hélène », répondit simplement Enzo. « Elle a travaillé pour les Fabre avant d'être employée par notre famille. Elle avait gardé des copies, au cas où, disait-elle. » Un tumulte s'empara de la salle. Les journalistes se bousculaient pour photographier les documents. Tandis que le sénateur Fabre et sa femme tentaient une retraite discrète vers une sortie latérale. « Vous ne partez pas déjà, sénateur ?» La voix puissante de Pascal les figea sur place. La conférence de presse ne fait que commencer. Camille s'approcha enfin du micro, son visage serein contrastant avec le chaos ambiant. « Je ne suis pas venue chercher vengeance, » déclara-t-elle d'une voix claire, « mais justice. Justice pour Maxime, qui a perdu 2 ans de sa vie. Justice pour les patients qui auraient pu bénéficier plus tôt de mon traitement. Et justice pour tous ceux qui, comme mon petit frère Enzo, méritent d'avoir accès aux meilleurs soins possibles. » Un murmure parcourut l'assistance à la mention du lien familial entre Camille et Enzo. Pascal s'avança à son tour. « Le docteur Blanchard et moi avons une annonce à faire, » déclara-t-il. « Nous allons créer l'Institut Solange-Maël de neuroréhabilitation, où la technique du docteur Blanchard sera mise gratuitement à disposition des patients qui en ont besoin, particulièrement ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder aux traitements coûteux. » Cette déclaration déclencha une nouvelle vague d'applaudissements. Pendant ce temps, discrètement, 2 officiers de police en civil s'approchèrent du sénateur Fabre et de son épouse. « Sénateur Fabre, » annonça l'un d'eux, « nous aimerions vous interroger concernant des allégations de fraude, de falsification de preuves et d'expérimentation médicale non autorisée. » Alors que les Fabre étaient escortés hors de la salle, Maxime s'approcha de Camille. « Merci, » murmura-t-il, « pas seulement pour aujourd'hui, mais pour n'avoir jamais abandonné. Votre traitement m'a maintenu en vie, d'une certaine façon, et maintenant, je voudrais vous aider à le perfectionner encore. » Camille le regarda, stupéfaite. « Tu voudrais travailler avec moi. J'ai passé 2 ans à réfléchir à votre protocole. À la façon dont il interagissait avec mon système neurologique, je crois avoir des idées pour l'améliorer. » Il sourit timidement. « Si vous voulez bien d'un assistant qui revient d'entre les morts, Enzo, qui s'était approché, lui prit la main. « Bienvenue dans notre famille de miraculés, » dit-il avec son sérieux habituel. Tandis que les journalistes continuaient à prendre des photos et à poser des questions, un sentiment de paix envahit Camille. La vengeance qu'elle avait planifiée s'était transformée en quelque chose de bien plus puissant, une rédemption collective. Pascal, debout à ses côtés, semblait partager cette sérénité nouvelle. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-il doucement. « À ma mère » répondit-elle. « Et à Maël, je me demande si... »
de là où elles sont, elles nous voient enfin réunies comme elles l'auraient à souhaiter. Pascal suivit son regard vers Enzo, qui expliquait avec animation à un journaliste comment il avait constitué son dossier de preuves. Leur fils, ce petit détective au courage inébranlable, avait été le catalyseur de cette réconciliation improbable. « Je crois qu'elle serait fière », murmura-t-il, « de nous tous. » Alors que la foule se dispersait progressivement, une silhouette familière apparut à l'entrée de l'auditorium. Hélène, la fidèle gouvernante, observait la scène avec un sourire énigmatique. Dans ses mains, elle tenait un petit coffret en bois que Camille reconnut immédiatement. Le coffret à bijoux de sa mère, Solange. Ce soir-là, ils rentreraient ensemble à la Villa Gervais, non plus comme employeur et employé, mais comme une famille, portant avec eux les derniers trésors de celle qui, malgré les secrets et les mensonges, avait toujours espéré cette réunion. 6 mois après la conférence de presse qui avait bouleversé Lyon, l'ancien manoir des Guérins à Sainte-Foy revivait sous un jour nouveau, racheté par Pascal. L'imposante demeure avait été entièrement rénovée pour devenir l'Institut Solange Maël de neuroréhabilitation. Ce jour-là, le printemps embaumait les jardins fraîchement aménagés, où des dizaines d'invités se pressaient pour l'inauguration officielle. Camille, élégante dans une robe bleu nuit, accueillait les personnalités médicales venues du monde entier pour l'occasion. Sa réhabilitation officielle par l'ordre des médecins, 3 mois plus tôt, avait fait la une des journaux, tout comme la condamnation du sénateur Fabre pour fraude et expérimentation médicale illégale, Dr Blanchard, l'appela une journaliste. Comment se sent-on en passant de serveuse à directrice d'un institut de recherche en quelques mois ? Camille sourit, désormais habituée à l'attention médiatique. La vie prend parfois des détours inattendus pour nous mener exactement où nous devions être. Plus loin dans le jardin, Enzo faisait visiter les installations à un groupe de médecins étrangers. À 7 ans et demi, il marchait désormais presque normalement, avec juste une légère claudication qui, selon les spécialistes, disparaîtrait probablement avec le temps. Et ici, expliquait-il avec l'assurance d'un petit adulte, nous avons créé un espace spécial pour les enfants qui suivent avec le protocole Blanchard. Parce que la guérison doit aussi être amusante. Dans la grande salle de réception du manoir, transformée en auditorium moderne, Pascal vérifiait les derniers détails avant la cérémonie d'ouverture. Ses traits s'étaient adoucis ces derniers mois, comme si le poids de la culpabilité s'était enfin allégé. « Tout est parfait », lui assura Hélène, qui avait tenu à superviser personnellement l'organisation. Ils seraient fiers, toutes les deux. Pascal hocha la tête, ému. 2 grands portraits ornaient désormais le hall d'entrée, Solange et Maëlle, les 2 sœurs séparées par le destin, mais réunies symboliquement dans ce lieu de guérison. Maxime Fabre, qui avait étonnamment bien récupéré, dirigeait maintenant le département de recherche de l'Institut. Libéré de l'influence toxique de sa famille, il s'était révélé être un scientifique brillant et passionné. Ce jour-là, il avait revêtu un costume sombre qui contrastait avec son habituelle blouse de laboratoire. « Les premiers patients arriveront lundi », annonça-t-il en rejoignant Camille. 15 cas considérés comme désespérés par la médecine conventionnelle. « Nous ne leur promettons pas de miracle », rappela Camille. « Juste une chance », compléta Maxime avec un sourire paisible. « C'est déjà plus que ce qu'ils avaient hier », à midi précise. Tous les invités se rassemblèrent dans l'auditorium. Camille, Pascal, Enzo et Maxime prirent place sur l'estrade, formant un tableau improbable mais harmonieux. « Bienvenue à l'Institut Solange Maël », commença Pascal. « Un lieu né d'une histoire personnelle qui, nous l'espérons, écrira des centaines d'autres histoires de guérison. » Il céda la parole à Camille. Dont l'expertise était désormais reconnue internationalement, elle présenta les principes scientifiques de sa méthode, désormais nommée officiellement « Protocole Gervais-Blanchard », en hommage aux 2 familles enfin réunies. Ce protocole combine stimulation neurologique ciblée et médication spécifique, expliqua-t-elle. Mais sa véritable force réside dans sa personnalisation. Chaque patient est unique. Chaque chemin vers la guérison l'est aussi. Quand vint le tour d'Enzo, un silence ému envahit la salle. L'enfant s'avança sans aide jusqu'au micro. « Il y a 1 an, je ne pouvais pas me tenir debout, » dit-il simplement. « Aujourd'hui, je peux courir, sauter et même jouer au football. Bon, pas très bien, » ajouta-t-il avec un sourire espiègle qui déclencha quelques rires dans l'assistance. « Mais ce n'est pas seulement mon corps qui a guéri, c'est aussi ma famille.
Il se tourna vers Camille et Pascal. J'ai retrouvé une sœur que je ne savais pas avoir. Et mon père a retrouvé une fille. Parfois, les blessures qu'on ne voit pas sont les plus difficiles à soigner. Ces mots, d'une sagesse surprenante dans la bouche d'un enfant, touchèrent profondément l'assemblée. Même les journalistes les plus aguerris essuyaient discrètement une larme. Maxime conclut les discours en annonçant les avancées récentes du protocole. Notamment son adaptation pour d'autres types de lésions neurologiques. Notre prochain défi sera les maladies neurodégénératives, révéla-t-il. Nous avons des résultats préliminaires prometteurs. Après les discours, alors que les invités se dispersaient pour visiter les installations, Camille s'éclipsa un moment vers un petit salon privé à l'étage. Là, dans ce qui avait été autrefois la chambre d'enfant de Maëlle, elle avait aménagé un espace personnel, presque un sanctuaire. Sur une table en acajou reposait le coffret qu'Hélène lui avait remis après la conférence de presse. Il contenait les derniers effets personnels de Solange, quelques bijoux modestes, des photos jaunies et un carnet usé que Camille n'avait pas encore eu le courage d'ouvrir. « Tu te caches ?» demanda Pascal en entrant doucement dans la pièce. « J'avais besoin d'un moment, » admit-elle. « Tout ceci est, parfois, écrasant. » Il s'approcha, contemplant le coffret ouvert. « Tu devrais le lire. Tu sais, son journal, cela fait partie de notre histoire. » Camille caressa la couverture usée du carnet. « J'ai peur de ce que j'y trouverai. Et si elle était morte en me haïssant encore pour avoir choisi de venir ici, pour avoir choisi la vengeance ? Ta mère était une femme remarquable, » répondit doucement Pascal. « Elle a élevé une fille encore plus remarquable. Je doute qu'elle ait pu te haïr pour quoi que ce soit. » Encouragée par ces mots, Camille ouvrit finalement le carnet à la dernière page, datée de quelques jours avant la mort de Solange. « Ma chère Camille, si tu lis ces lignes, c'est que tu as trouvé ton chemin vers la vérité. Je t'ai raconté l'histoire de ton père, de Maëlle, des Gervais, mais je ne t'ai pas tout dit. Ce que j'ai gardé pour moi, c'est que je n'ai jamais cessé d'aimer ton père, malgré sa lâcheté d'alors, et je n'ai jamais regretté de t'avoir eu. Même seule, même dans les difficultés, j'ai découvert que Maëlle était ma demi-sœur par hasard. Bien après ta naissance, cette révélation m'a d'abord remplie d'amertume. Elle avait tout ce que je n'avais pas. Reconnaissance, richesse, famille. Mais lorsque j'ai vu sa photo dans le journal, ton père à ses côtés, j'ai compris qu'elle ignorait tout. Elle était, comme moi, victime des mensonges des hommes. Ne cherche pas à te venger, ma fille. Cherche à guérir. Les Gervais ne sont pas des monstres, juste des êtres humains empêtrés dans des secrets trop lourds à porter. Si le destin te mène à eux un jour, rappelle-toi que la vérité libère, même quand elle fait mal, avec tout mon amour, ta mère. » Des larmes coulaient librement sur les joues de Camille. Pascal, respectant son émotion, s'était éloigné vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. En bas, Enzo plantait 2 jeunes arbres côte à côte, aidés par Maxime. « Que font-ils » demanda Camille en essuyant ses larmes. « Enzo a insisté pour planter un chêne et un bouleau », expliqua Pascal avec un sourire tendre. « Le chêne pour Maëlle, forte et protectrice, le bouleau pour Solange, gracieuse et résiliente. Il dit que leurs racines se rejoindront sous la terre, comme elles auraient dû le faire de leur vivant. » Camille rejoignit Pascal à la fenêtre. Observant cette scène touchante, après un moment, elle lui tendit le journal ouvert. « Elle ne m'a jamais demandé de me venger. C'était mon idée, ma colère. Et pourtant, cette colère nous a menés ici, » réfléchit Pascal, « vers la guérison, vers la vérité, vers une famille. » Un léger coup à la porte les interrompit. Hélène apparut, tenant une enveloppe. « Excuse-moi, Camille. Ceci vient d'arriver par coursier spécial. » L'enveloppe, épaisse et officielle, portait l'entête d'un cabinet d'avocats parisien. Camille l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux et une lettre manuscrite signée Xavier Guérin, le père de Maëlle, décédé 3 mois plus tôt. « C'est incroyable », murmura-t-elle en parcourant les documents. Xavier Guérin a modifié son testament avant de mourir. Il reconnaît officiellement Solange comme sa fille et me lègue une partie de sa fortune pour réparer les injustices du passé selon ses mots. Il savait donc, dit Pascal, stupéfait. Pour toi, pour nous. Apparemment, il suivait ma carrière depuis des années, continua Camille. Il dit avoir été fier de mes accomplissements, malgré l'absence de privilèges que sa lâcheté m'avait privé. Cette ultime réconciliation, venue d'outre-tombe, complétait le cercle de leur histoire.
Même le patriarche Guérin, à sa façon, avait cherché la rédemption. Ils redescendirent ensemble rejoindre Enzo, qui avait terminé de planter les arbres et arrosait maintenant la terre avec un sérieux touchant. Quand ces arbres seront grands, expliqua-t-il à Camille, ils formeront une arche naturelle au-dessus du chemin. Tous ceux qui viendront se faire soigner ici passeront dessous. Une bénédiction sylvestre, sourit Camille, ému par la symbolique. Exactement, approuva Enzo. Oh, j'allais oublier. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet qu'il tendit à Camille. C'était un pendentif en argent, simple mais élégant, représentant 2 feuilles entrelacées. J'ai demandé à papa de le faire, expliqua-t-il. Une feuille de chêne, une feuille de bouleau. Comme ça, tu les portes toujours avec toi. Tandis que Pascal attachait délicatement le pendentif autour de son cou, Camille regarda au-delà du jardin, vers Lyon qui s'étendait dans la vallée. Quelque part là-bas, l'hôtel impérial continuait d'accueillir ses clients fortunés. Ignorant que sa simple serveuse avait trouvé son véritable destin, quelque part là-bas, son petit appartement des quais attendait d'être vidé, dernière trace de sa vie d'avant. « À quoi penses-tu » demanda Pascal. « Au détour inattendu », répondit-elle, reprenant sa phrase du matin. « Je suis venue ici pour détruire une famille, et j'en ai trouvé une à la place. » Comme pour confirmer ses paroles. Enzo glissa sa main dans la sienne, tandis que Maxime s'approchait avec un plateau de champagne pour les adultes et de jus de pomme pour l'enfant. « Au protocole Gervais Blanchard », proposa-t-il en levant son verre, « et au miracle qu'il continuera d'accomplir. » « Au miracle », reprit Enzo avec enthousiasme, « pas seulement pour les jambes, mais aussi pour les cœurs. » Alors qu'il trinquait sous le soleil printanier, avec en arrière-plan le manoir transformé en lieu de guérison, Camille eut la certitude que, quelque part, Solange et Maëlle regardaient la scène avec bienveillance. Les 2 sœurs séparées par le destin, mais réunies par leurs enfants. Enfin en paix, dans le ciel parfaitement bleu, 2 nuages semblaient danser l'un autour de l'autre, se frôlant, se séparant, puis se rejoignant dans une valse éthérée qui semblait n'appartenir qu'à eux. Enzo les remarqua le premier et sourit, comme s'il partageait un secret avec le ciel lui-même,